Les histoires les plus terrifiantes sont souvent celles de personnes cachées dans l'ombre, des inconnus, des anonymes dans une ruelle sombre. Mais laissez-moi vous raconter les histoires d'horreur qui se passent dans votre télé, devant des milliers, des millions de spectateurs. Attention, si vous avez peur dans le noir, sachez que la lumière des projecteurs pourrait vous plonger dans la terreur. Vous connaissez sûrement l'émission L'amour est aveugle ou Love is blind aux US. Eh bien imaginez qu'un tueur en série participe à l'émission. C'est exactement ce qui est arrivé dans l'émission The Dating Game et on compte une centaine de victimes. On est en 1978 et un certain Rodney Alcala participe à une émission de rencontre à l'aveugle. Le but de cette émission, c'est de faire venir une fille et 3 garçons. Ils sont séparés par un genre de mur coulissant, ils ne peuvent pas se voir. Et la fille pose des questions aux garçons pour essayer de trouver l'âme sœur sans prendre en compte le physique. À la fin, elle choisit son préféré, le mur coulissant s'enlève et elle peut partir en date avec le garçon. Des fois, c'est inversé, un garçon va venir, 3 filles vont être des prétendantes et il va poser des questions, vous voyez le concept. Donc on a Cheryl Bradshaw, une jeune femme qui décide de participer à l'émission. Et de l'autre côté du mur, on a 3 prétendants, dont Rodney Alcala. Ce qu'elle ne sait pas et ce que les producteurs ne savent pas non plus, c'est que ce gars-là cache un secret terrifiant. Il a tué une centaine de femmes. En fait, pour être plus précis, quand Rodney Alcala va être arrêté, il sera relié à 130 victimes environ, mais il va être inculpé pour seulement 8 d'entre elles. Mais on va revenir à ça. Donc Cheryl se retrouve face à cet homme en début d'émission. Et puis l'animateur présente Rodney au public. Well, let's see. Bachelor number 1 is a successful photographer who got his start when his father found him in the dark room at the age of 13, fully developed. Between takes, he might find him skydiving or motorcycling. Please welcome Rodney Alcala. Rod, welcome. Et ce métier de photographe, il n'est pas anodin pour Rodney. Chez lui, il cache des milliers de photos de femmes, d'adolescentes, de garçons, la plupart dans des poses explicites. En fait, ce métier lui sert à se rapprocher de ses victimes, de les violer et pour certaines, de les tuer. Cheryl pose alors sa première question. Yes. What's your best time? The best time is at night, nighttime, Why do you say that? because that's the only time there is. The only time? What's wrong with morning, afternoon? Well, they're okay, but nighttime's when it really gets good. Au moment où cette séquence est tournée, Rodney est en pleine course au meurtre. C'est littéralement sa période la plus prolifique. Cornelia Crillet, 23 ans, Jill Barcombe, 18 ans, Georgia Wixt, 27 ans, Charlotte Lem, 31 ans, Helen Over, 23 ans, Gilles Parento, 21 ans et Robin Samso, une fillette de 12 ans, ont été tués par Rodney dans l'année précédente ou qui a suivi cette émission. Comme la plupart des tueurs en série, il a sa propre méthode, sa propre signature qu'il répète à chaque crime. Il bat ses victimes, il les mord, il les agresse sexuellement avant de les étrangler à mort. Ce gars est extrêmement dangereux et Cheryl, elle a aucune idée du danger auquel elle fait face. Et alors c'est le moment du dénouement final, le moment décisif. Qui est-ce que Cheryl va choisir ? A bachelor number 1. I am serving you for dinner. Oh, What are you called and what do you look like? I'm called the banana, and I look really good. You've heard from the bachelors. You got some great dramatic presentations, some good answers, but now I'm going to ask you a question. Will that date be bachelor number 1, bachelor number 2, or bachelor number 3? Who gets the dates? Well, I like bananas, so I'll take 1. Number 1, bachelor number 1, all right. Comme le veut l'émission, le mur s'enlève, Cheryl découvre Rodney et Rodney vient la rejoindre de son côté du plateau. Bien sûr, comme on peut le voir sur ces images, c'est un moment un petit peu gênant, mais ça deviendra encore plus bizarre dans les coulisses. Dans les coulisses, Rodney il a une attitude vraiment très bizarre avec Cheryl. Il est un peu gênant, ses attitudes sont bizarres, il a le regard qui est braqué vers le sol, il ne regarde pas vraiment les gens dans les yeux et elle a un mauvais pressentiment. Quelques jours passent et là la production reçoit un appel. C'est Cheryl qui leur dit qu'elle n'ira pas en date avec Rodney.
Et elle a eu vraiment un bon pressentiment parce que clairement ce gars-là n'était pas bien intentionné du tout. Heureusement qu'elle a suivi son intuition parce que cette décision lui a peut-être sauvé la vie. Number one, would you say hello to Cheryl, please? We're going to have a great time together, Cheryl. Okay. Quelques semaines après le refus de Cheryl, Rodney Alcala tuera au moins 3 femmes dans une période extrêmement courte. Et ce refus, ce rejet pourrait être une des raisons qui aurait amplifié son désir de tuer. À peine 1 an après l'émission, Liane Lidom, 17 ans, sort d'une séance photoshoot avec Rodney Alcala et elle alerte la police après avoir vu des tonnes de photos vraiment creepy dans son studio. Rodney est arrêté et il décidera de se défendre lui-même à son propre procès. Ça veut dire que c'est son propre avocat, il se défend lui-même, il appelle à la barre les victimes, il les interroge, il remet en cause leur témoignage. Ça a dû être vraiment horrible pour les victimes. Imaginez l'assassin de leur enfant, de leur frère, de leur sœur, qui les interroge, c'est vraiment très bizarre. À la fin du procès, la sentence est annoncée. Condamnation à mort. Sauf que la liste, elle n'a pas cessé de s'allonger au fur et à mesure des années pour monter à 8 meurtres avérés et des dizaines d'agressions sexuelles sur des victimes qui ont survécu. On recherche encore d'autres victimes potentielles. Je ne peux pas toutes vous les montrer dans le fond, certaines sont un peu dérangeantes, mais vous avez toutes les photos en barre d'infos. En tout cas, il y en a beaucoup dans des poses bizarres, des regards un peu étranges. Certains modèles ont l'air très jeunes et peu, voire pas habillés du tout. Certaines de ces personnes ont disparu, il y en a même une dont on a retrouvé le corps, mais pour les autres, on ne sait pas si elles ont juste disparu ou si elles ne donnent pas signe de vie intentionnellement. Donc c'est ce doute en fait qui est effrayant. Est-ce que ces femmes, ces enfants ont juste croisé le chemin de Rodney ou est-ce que ce sont toutes ces victimes ? Rodney Alcala finira par décéder de manière naturelle dans le couloir de la mort. The so-called dating game killer, who may have killed as many as 130 people across the country, died early this morning while still awaiting his execution. Prison officials say Rodney Alcala passed away from natural causes at a Kings County hospital. Mais le plus effrayant dans tout ça, c'est que Rodney Alcala, il avait un passé criminel quand il a été sélectionné pour l'émission. Il était connu pour être un violeur de petites filles, il avait passé plusieurs années en prison, et il est quand même passé entre les mailles du filet. Il était plutôt beau, il présentait bien, et il avait l'air gentil. Et en plus de ça, il passait à la télévision, alors pourquoi s'en méfier ? L'histoire que je vais vous raconter maintenant, vous en avez peut-être fait des cauchemars, en tout cas moi c'est une de mes plus grosses peurs. Je vais vous raconter l'histoire d'un magicien qui a filmé en live un tour de magie à la télévision, sauf que ce tour, ce sera son dernier. Les magiciens qui risquent leur vie, en apparence, c'est toujours très impressionnant. Ça a plus ou moins commencé avec le célèbre magicien Harry Houdini il y a une centaine d'années, qui est un peu le pionnier de ce genre de tour de magie. Les tours où on voit des magiciens sans peur, enchaînés dans des bassins d'eau, dans des boîtes, découpés dans des tubes, c'est devenu tout un art et c'est vrai que c'est fascinant. Mais il y a un tour que le grand Harry Houdini a jamais réussi à faire, être enterré vivant. En fait, il a essayé de faire ce tour, mais il a paniqué, il a même frôlé l'asphyxie en le faisant, il a frôlé la mort littéralement, donc il a abandonné le projet. Assez logique comme réaction. Du coup, après, personne n'a osé essayer ce tour-là, puisque le grand Harry Houdini l'a abandonné, personne n'a osé s'y frotter. Sauf qu'avec le temps qui passait, ce tour de magie qui n'avait jamais été fait devenait petit à petit un genre de défi pour les magiciens qui aspiraient à devenir aussi populaires que Harry Houdini. Et c'est un défi que veut relever The Amazing Joe. Joe Burris, c'est un magicien qui se dit « Ok, je vais faire le tour que personne n'a jamais fait auparavant, je vais faire le tour que même le grand Houdini n'a jamais réussi à faire, je vais le surpasser. » Il a des grosses ambitions, il veut devenir le meilleur. Il décide alors de tester son tour de magie, il se met dans un cercueil sous terre et le test se passe bien, il s'extirpe de là sans problème, alors il se dit qu'il est temps de passer aux choses sérieuses. On est en 1990. On est en pleine nuit, le soir d'Halloween, dans un parc d'amusement de Fresno et l'événement est énorme. Joe Burris a contacté les chaînes de télé et le tour va être diffusé en live à la télé et à la radio. Ça n'a pas été facile de convaincre les chaînes de télé parce que les gens lui disaient que c'était trop dangereux, que son idée elle était folle, sauf que Joe il était très confiant, il leur disait qu'il savait ce qu'il faisait
Et ils l'ont cru. Sur les lieux, il y a une foule de gens et quand Joe Burris arrive dans son costume blanc, accompagné de ses parents et de ses fils, tout le monde l'acclame, c'est un truc de fou. Ce tour-là, c'est une première dans l'histoire de la magie. Et alors que les caméras tournent, les assistants commencent à l'enchaîner, puis ils le placent dans un genre de cercueil en plastique que les assistants glissent lentement dans un trou d'environ 2 mètres. Quand le cercueil est au fond du trou, Joe leur donne un signal et les assistants remplissent le trou. Mais pas avec un peu de terre comme il l'avait fait pendant son test. Non, il fallait prouver qu'il était un grand magicien, il fallait impressionner. Il était prévu ce soir-là d'ensevelir Joe avec 0,9 mètres de terre et 1,2 mètres de ciment humide. Du ciment. Et le cercueil en plastique de Joe, il n'avait jamais été testé, sa résistance n'avait jamais été testée avec du ciment. Donc les assistants ensevelissent Joe, et alors qu'ils sont rendus à 0,6 mètres de terre, on entend Joe hurler depuis son cercueil. Très rapidement, tout le monde accourt, ils enlèvent la terre et ils réussissent à l'extirper de là. En sortant, Joe explique que la chaîne autour de son cou est trop serrée, qu'il faut la réajuster. Mais l'équipe autour de lui remarque son attitude un peu troublée. Il n'a pas l'air bien. Peut-être que le tour est trop ambitieux et qu'il s'en rend compte à ce moment-là. Et que la chaîne autour de son cou, c'est une excuse. Mais il a la pression, la télé est là, tout est mis en place et il veut réussir. Du coup, ses assistants, ils essayent de le dissuader. Ils lui disent « Écoute, on n'est pas obligé de continuer ce tour, c'est trop dangereux ». Mais Joe se démonte pas, il veut finir le tour. Mais alors le présentateur lui pose une question et vous allez voir la réaction de Joe, on dirait qu'il n'a pas pris en compte un paramètre très important. Le ciment durcit du bas vers le haut. You realize that cement starts to harden first at the lower elevation, so it's going to be hard. You mean it hardens at the lower part? I thought it started at the top. No, it hardens at the top. No. In fact, I shouldn't even kid. This is very serious. This is no magic trick like you've been seeing here tonight. Quoi qu'il arrive, il aurait eu une fine couche de ciment qui aurait durci au-dessus de son cercueil et qui aurait empêché sa remontée à la surface. Mais ça ne le décourage pas. Et il y retourne. L'ambiance est beaucoup plus tendue dans l'assemblée, les gens sont stressés, il y a clairement quelque chose dans l'atmosphère, une tension. Joe donne à nouveau le signal qu'il est prêt et les assistants remettent la terre sur le cercueil, puis le ciment. Et tout le monde attend que Joe sorte de son cercueil, y compris ses parents et ses fils qui sont là sur place. Mais alors que tout le monde regarde et attend, le ciment s'affaisse brutalement. Ce qui vient de se passer, c'est que 7 tonnes de terre et de ciment viennent de briser le cercueil et toute cette terre et ce ciment enveloppent Joe qui est encore à demi attaché et qui ne peut littéralement rien faire. Immédiatement, tout le monde essaye de faire de son mieux pour sortir Joe de là, mais ça leur prend 30 minutes de l'atteindre et c'est déjà trop tard quand ils le sortent de là. Il décède le jour du 64e anniversaire de la mort d'Houdini, son inspiration. Pour une fois, il n'y a pas de meurtrier derrière tout ça, contrairement à la plupart des histoires que je vous raconte ici, mais peut-être que ce tragique accident n'aurait pas eu lieu sans un protagoniste, la télévision. La question est, si l'événement n'avait pas été filmé à la télévision, est-ce que Joe aurait été au bout de son tour de magie mortel ? Pittsburgh homicide detectives Lennon was shot and killed at about 11. Jackson 69 to our west. In New York State, 6 people are murdered. Cette histoire-là est celle du scoop ultime. Mais avant, je dois vous parler d'une femme, Christine Chubbuck. Christine est née en 1944 dans une famille avec 2 frères. C'est une petite fille totalement normale, mais à l'adolescence, elle traverse une période un petit peu difficile, un peu compliquée, notamment une période de dépression. Mais elle ne se laisse pas abattre pour autant, elle travaille fort à l'école et elle fonde même un club de tricot, le Dateless Wonders Knitting Club, et à 16 ans, elle tombe amoureuse d'un garçon. Malheureusement, ce garçon mourra dans un accident de voiture quelques temps après. Alors la dépression de Christine revient et elle a des grosses crises existentielles, elle se sent extrêmement seule, elle n'arrive pas à lier des liens, de tisser des liens avec les autres. Bref, elle est ultra isolée. Mais encore là, elle ne se laisse pas abattre. Elle obtient un diplôme en radiodiffusion et elle réussit à être embauchée comme journaliste à WXLT sur la chaîne 40. Mais si ça va très bien dans sa vie professionnelle, les choses ne s'améliorent pas dans sa vie privée. Les années passent, Christine a bientôt 30 ans et elle est toujours célibataire. Et si pour la
pour beaucoup d'entre nous, ça pose pas problème. Elle, c'était vraiment dur pour elle à vivre, le célibat. Sa famille essaye de l'aider comme ils peuvent, ils l'envoient voir des psys, mais ça ne l'aide pas vraiment. Et puis, le coup de massue tombe. Elle a des douleurs persistantes dans le bas du ventre et quand elle va voir un médecin, le verdict est sans appel. Il faut qu'elle se fasse opérer, en fait, ils vont lui enlever son ovaire droit. Et après ça, les médecins lui disent qu'elle aura seulement 3-4 ans pour avoir un enfant et qu'après, ce sera plus possible. Et ça, c'est vraiment une terrible nouvelle pour elle. Et plus les choses vont mal, plus Christine se donne corps et âme dans son travail et ses efforts se voient. Le propriétaire de la chaîne, Bob Nelson, voit qu'elle donne toujours 100% d'elle-même pour son boulot, elle vit littéralement pour son job, donc il décide de lui donner son propre talk show, le Suncoast Digest. C'est une opportunité vraiment cool pour elle, elle va gérer sa propre émission, c'est une sacrée responsabilité aussi. Mais voilà, ça va être son émission à elle. Mais ce cadeau, il va pas être si génial finalement, parce que qui dit avoir sa propre émission, dit grosse charge de travail. C'est un petit talk show, il y avait à tout casser 500 téléspectateurs à regarder l'émission en même temps, donc il y avait un petit budget, autant pour la rémunération de l'équipe que pour l'émission en tant que telle. Pour vous donner un exemple, les journalistes prenaient des photos pour faire les illustrations et la caméra bougeait au fur et à mesure de la narration sur les photos pour illustrer les faits. Donc c'est un peu du bricolage. Alors, Bob Nelson et le reste de la direction décident de viser une plus grosse audience parce que leur affaire, là, ça fonctionne pas. Et pour toucher une plus grosse audience, il faut faire du sensationnel. Et ça plaît pas à Christine. Vraiment pas. Elle, ce qu'elle veut, c'est partager des sujets qui lui portent à cœur. Mais c'est trop tard, la machine elle est lancée. Avec la nouvelle ligne éditoriale, il y a plus de spectateurs, l'émission a plus de budget et c'est la course au scoop. Le mot d'ordre c'était devenu « si ça saigne, c'est que c'est bon ». Le Suncoast Digest n'était plus du tout ce qu'il était à l'origine. Pour Christine, c'est trop. L'isolement, la solitude, la déception, tous les pans de sa vie semblent s'écrouler. Et je vous emmène avec moi au matin du 15 juillet 1974. Les bureaux du Suncoast Digest viennent d'ouvrir et la matinale va bientôt être diffusée en direct sur la chaîne 40. Christine arrive dans les locaux du Suncoast Digest avec son café et elle est particulièrement de bonne humeur. Avant de s'installer dans le studio, à sa place devant son bureau, elle prévient l'équipe qu'elle aura une note à lire pendant l'émission. Et sa demande est assez inhabituelle, elle n'avait jamais bouleversé le format de l'émission avant, mais comme Christine, elle est très professionnelle, elle sait ce qu'elle fait, elle est très confiante, personne ne s'est posé de questions. Les techniciens sur le plateau font le décompte avant de passer au direct, puis l'émission commence. Christine présente les news pendant 8 minutes, 3 histoires nationales et une histoire locale qui parle d'une fusillade survenue dans un restaurant. Et pour cette histoire-là, il était supposé y avoir une vidéo d'illustration, mais elle n'a pas pu se lancer à cause d'un problème technique. Alors Christine s'excuse pour ce désagrément, puis elle prend une note devant elle et lit ce qui est écrit. La fameuse note qu'elle voulait lire pendant l'émission. Conformément à la politique de la chaîne 40 qui consiste à vous présenter les nouvelles les plus sanglantes et les plus immédiates, TV40 vous présente ce qu'il pense être une première à la télévision. En direct et en couleur, une tentative de suicide. Puis, elle prend un pistolet caché sous le bureau, le place sous son oreille droite et tire. Dans le studio, il y a un instant de flottement, puis très vite les caméras elles sont coupées, mais c'est trop tard, son suicide a été diffusé en live. Au début, toute l'équipe pense que c'est une mauvaise blague, mais très vite ils se rendent compte que c'est du sérieux. Christine est envoyée à l'hôpital Sarasota Memorial, où elle décédera 14 heures plus tard. Et le lendemain, il y a un collègue de Christine qui retourne au studio et qui fait une découverte très troublante. Il découvre 2 pages de script devant la chaise de Christine. La première page, elle contient le script qu'elle avait lu avant de se suicider, et la deuxième était censée être lue par sa relève. Aujourd'hui, Christine Chubbuck s'est tirée dessus pendant une émission en live. Elle a été amenée d'urgence au Sarasota Memorial Hospital où elle demeure dans un état critique. Et c'est vraiment troublant parce qu'elle avait écrit ce script pour le journaliste qui prendrait sa relève. Elle avait prévu l'hôpital où elle irait. Elle avait aussi prévu qu'elle n'allait pas décéder sur le coup, mais quelques heures après. C'est très perturbant. Une seule copie de cette vidéo existe. Elle a appartenu à Bob Nelson, le propriétaire de la chaîne. Puis quand il est décédé, la vidéo est tombée dans les mains de sa femme. Et ensuite, sa femme en a fait don à un cabinet d'avocats. Depuis ce jour, cette vidéo, elle n'a jamais quitté le cabinet d'avocats et personne ne l'a jamais vue. C'est un scoop qui restera sous silence, peut-être à jamais. Enfin, pas tout à fait. Il existe une trace de cet événement.
Pas de vidéo, en fait si vous faites vos recherches, vous allez probablement tomber sur une vidéo, mais c'est un fake, ça a été prouvé. Pas de vidéo, mais un audio. L'audio de la vidéo a fuité, et le voici. Was the site of an attempted armed robbery and shooting. He reporting this man, Bob Peterson, was on the scene shortly after it began, and he filed this report. Sorry. We did have a film report and a commentary by Bob Peterson. Unfortunately, we had technical difficulties. Cannot transmit now all of the watch. His lunch tonight at 5:30, and we'll have that story for you then. As of this morning, Race Foster, who was shot in that incident, is in satisfactory condition at Sarasota Memorial Hospital. In keeping with the WXLT practice of presenting the most immediate and complete reports of local blood and guts news, TV40 presents what is believed to be a television first. In living color, exclusive coverage of an attempted suicide. Voilà pour ces 3 histoires très troublantes, et on peut se demander si la menace qui plane au-dessus de ces 3 histoires, le personnage caché dans l'ombre, ce serait pas la télévision, un genre de personnage aux 2 visages, à la fois témoin et complice. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous souhaite de ne pas faire trop de cauchemars cette nuit. Bye!